Bienvenue dans notre table ronde virtuelle Vérité et construction de la paix en Colombie. Nous allons parler des défis de la Commission de la Vérité à la veille de son rapport final. Alors, c'est une table ronde qui a pour but de contribuer à faire conscience en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, de l'importance de la prochaine publication du rapport final de la Commission de la Vérité à travers des explications sur le processus de paix, sur le rôle de la Commission et sur la situation actuelle. Ce programme est diffusé sur le Facebook et sur le YouTube de la Commission de la Vérité et sur le Facebook de France Amérique Latine, que nous remercions au passage. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser. Nous essaierons d'en prendre quelques-unes dans la mesure du possible. Nous le savons tous, depuis le 28 avril, la Colombie connaît un regain de tension extrême, avec des manifestations très lourdement réprimées qui ont fait des dizaines de morts. Et il y a des dizaines de dénonciations de disparitions forcées et environ un millier de blessés. Ces chiffres évoluent chaque jour. Alors que s'achèvent les 3 ans dévolus à la Commission de la Vérité par les accords de paix conclus entre l'État colombien et l'ex-guérilla des FARC démobilisés en 2016, et que la publication de son rapport final approche, nous allons donc aborder dans cette table ronde les moyens que cette commission a mis en œuvre, les obstacles qu'elle a rencontrés et ses apports à la construction d'une paix durable dans ce pays qui est secoué par tant d'années de violence. Alors, je vais vous présenter nos invités. Donc, parmi nous, nous avons Carlos Martín Beristain. Bonjour, vous êtes commissaire à la Commission de la Vérité en Colombie. Vous êtes médecin, docteur en psychologie. Vous avez conseillé plusieurs commissions de la vérité en Amérique latine et avez participé auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, qui sera bientôt présente en Colombie, je crois à partir du 8 juin, en tant qu'expert notamment au Mexique. Jean-Marc Laforêt, vous êtes diplomate de carrière. Vous connaissez bien l'Amérique latine, vous avez été en poste au Brésil, vous avez été ambassadeur au Venezuela et vous avez été également ambassadeur en Colombie au moment de la signature des accords de paix. Olga González, vous êtes sociologue, chercheur associé à l'URMIS, l'unité de recherche migration et société de l'Université de Paris, spécialiste des violences en Amérique latine et auteur de nombreuses publications. Enfin, Eric Sotas, vous êtes cofondateur et ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture. Vous connaissez bien également l'Amérique latine et spécialement la Colombie et la situation des droits humains en Colombie. Vous avez représenté des victimes face à la CIDH dont nous parlions tout à l'heure. Et nous avons une invitée d'honneur, Madame Michelle Ramis, ambassadrice ambassadrice de France en Colombie. Pardon. Vous avez pris vos fonctions le 11 novembre dernier à Bogota. La Colombie, c'est un pays que vous connaissez bien, parce que vous avez été également en poste à Bogota dans les années 80 et 90, mais aussi au Mexique. Vous avez été ambassadrice au Guatemala, entre autres pays, et également représentante permanente adjointe de la France auprès de la Conférence du désarmement et des instances de désarmement à Genève. Et avant d'arriver à Bogota, vous étiez à l'ambassade de Roumanie. Quant à moi, je me présente, je suis Guylaine Roujol-Pérez, journaliste au Parisien et auteur d'un livre sur les exécutions de civils par l'armée en Colombie, connu sous le terme de faux positif, Mortel Barrage, qui est paru en France et qui est paru en Colombie sous le titre Falsos Positivos et la verdad del Cabo Mora. Cette rencontre est organisée par l'antenne Sud-France de la Commission de la Vérité, qui est composée de bénévoles colombiens qui sont basés à Toulouse. Et un grand merci à Catherine, à Juan Manuel, à Andrés Felipe, entre autres, qui ont mis beaucoup de cœur pour organiser cette table ronde qui n'aurait pas pu voir le jour sinon. Donc, nous avons la chance d'accueillir parmi nous Madame Michelle Ramis, ambassadrice de France en Colombie. Madame Ramis, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots pour commencer? Chère Madame, bonjour à tous. Je suis ravie de retrouver mon collègue Jean-Marc Laforêt, que je salue très amicalement, Monsieur le commissaire de la Commission de la Vérité, Monsieur Carlos Martín Beristain, donc Madame Guylaine Roujol qui a ouvert ce panel, Madame Olga González et Monsieur Eric Sotas. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette table ronde. Je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui parce que la Colombie est à un tournant de son histoire. La signature de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC en 2016 a profondément marqué et transformé le paysage politique colombien.
si la principale guérilla du pays s'est démobilisée et s'est transformée en parti politique, los comunes, les défis du post-conflit restent importants à relever: la réforme rurale, la réinsertion socio-économique des ex-guérilleros, la substitution des cultures illicites, la réconciliation et la réparation des victimes. Alors bien sûr, en 4 ans, 4 ans et demi, bientôt 5, beaucoup de chemin a été parcouru grâce aux efforts du gouvernement et du peuple colombien, mais il faut aussi reconnaître avec lucidité qu'au regard de l'ambition de 2016, un certain nombre de dispositions de l'accord sont encore insuffisamment mises en œuvre et la paix reste fragile en Colombie, comme en témoignent les niveaux élevés de violence dans plusieurs régions du pays et le nombre d'assassinats de défenseurs des droits et de leaders communautaires. La situation actuelle n'arrange pas. Nous sommes dans une crise politique, un conflit social assez dur, et dans ce cadre du paro national, cela augmente les préoccupations et la violence. Alors, vous le savez tous, l'accord conclu en 2016 est novateur et exemplaire par son caractère intégral et inclusif. Alors, je dirais que c'est d'abord un accord tourné vers le passé qui vise à fermer une période douloureuse de l'histoire colombienne en cherchant à établir la vérité, la justice et à assurer la réparation des victimes. Mais c'est également un accord qui est tourné vers l'avenir, puisqu'il doit permettre les conditions de la non-répétition des erreurs et des traumatismes du passé. Avec la juridiction spéciale pour la paix, avec l'unité de recherche des personnes disparues et avec la commission pour l'éclaircissement de la vérité, le système intégral de justice, vérité, réparation et non-répétition constitue une pièce maîtresse de ce dispositif, et donc ce dispositif est au cœur du processus de justice transitionnelle qui doit permettre de résoudre la tension entre l'établissement de la vérité sur le conflit, qui revient à la commission de la vérité, et la lutte contre l'impunité, qui revient à la juridiction spéciale pour la paix. Alors, nous le savons, dans l'histoire, les commissions de la vérité sont des mécanismes de reconstruction historique qui permettent une redéfinition d'un savoir institutionnellement légitime sur le passé violent d'un pays. Et en Colombie, le travail de recherche sur les origines du conflit de la Commission de la vérité marque le début d'un processus majeur qui est l'occasion de repenser l'histoire récente du pays. La Commission se propose d'éclairer les raisons pour lesquelles se perpétuent des dynamiques de violence et d'élucider leurs origines sociales et politiques afin de mieux comprendre ces effets sur divers territoires et groupes sociaux jusqu'à nos jours, et ainsi de contribuer à une refondation ou à une réconciliation politique grâce à la reconstitution du passé et sa compréhension présente. Ceci, bien sûr, suppose de donner la parole aux groupes sociaux victimes des violences et leur permettre d'exprimer leur expérience vécue. Mais au-delà de la vérité strictement factuelle apportée par les victimes, témoins et combattants invités à comparaître devant la JEP, le système intégral doit aussi reconstituer une vérité pleine et exhaustive selon les termes de l'accord. Les expériences de justice transitionnelle au Rwanda, en Afrique du Sud, par exemple, montrent que plusieurs types de vérités peuvent être recherchées. Ainsi, à côté de la vérité judiciaire ou légale, on peut distinguer la vérité factuelle, la vérité subjective et narrative, la vérité sociale, la vérité restaurative ou restauratrice. La commission de la vérité est dirigée avec sagesse, expérience et beaucoup de patience par le padre Francisco de Roux. Et cette commission a bénéficié des apports, des expériences préalables d'autres commissions latino-américaines et africaines, les apports historiques de pays comme le Pérou, le Guatemala, le Chili ou l'Argentine, mais aussi la commission sud-africaine, ont apporté des instruments théoriques et pratiques pour mieux organiser le travail de la commission colombienne, mais aussi mettre en évidence les limites ou les éventuelles erreurs des expériences antérieures. À son tour, le long travail d'enquête, de dialogue et d'échange mené par la Commission de la vérité au cours de ces 3 années d'existence méritera d'être diffusé, analysé et expliqué, non seulement auprès des victimes et des Colombiens dans leur ensemble, dans le cadre de leur processus de reconstruction de la paix, mais également auprès du monde entier pour servir d'inspiration. Alors, depuis l'origine, la France a soutenu le processus de paix en Colombie, notamment en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. L'accord de 2016 a été endossé par le Conseil de sécurité et la vérification de sa mise en œuvre, qui est confiée à la mission de vérification dirigée par Carlos Ruiz Massieu, est examinée tous les 3 mois à New York. Cette position de soutien est également celle de toute l'Union européenne. Mon pays soutient ce processus de paix car il est une chance historique pour la Colombie d'en finir avec la violence,
mais il est aussi essentiel pour la stabilité régionale. Et enfin, parce que cet accord ambitieux et complet peut servir de modèle pour la résolution d'autres conflits internes dans d'autres régions du monde. À côté d'un appui politique sans faille, la France a également apporté des ressources au processus de paix à travers les prêts et les dons de l'Agence française du développement et à travers le Fonds fiduciaire de l'Union européenne auquel nous avons participé. Soutien depuis l'origine du système intégral de justice, la France continuera à appuyer ce processus. Nous apporterons notamment une contribution financière au programme organisé par la Commission La vérité mise en scène, qui vise à utiliser l'art comme moyen d'appropriation de cette vérité par la société colombienne et qui sera organisé au moment de la publication du rapport de la Commission de la vérité en novembre. Les lycées français et les alliances françaises seront associés à ce projet. Et enfin, dans le domaine de la recherche, l'Institut français d'études andines et l'Institut des Amériques organiseront en octobre à Bogota un colloque, enfin virtuel, entre spécialistes des commissions de vérité de différents pays qui relateront leur expérience des sujets clés de la justice traditionnelle à des fins d'observation comparative. S'agissant du bilan de la Commission de la vérité colombienne, il s'agira de montrer quel est l'apport de la Commission à la connaissance et à la compréhension du conflit pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Alors, je vais conclure maintenant mon intervention. Je vous remercie de votre attention et je souhaite que ce colloque apporte lui aussi sa pierre à ce jardin de la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour toutes ces remarques et pour votre sentiment sur le sujet. Alors, je vais passer la parole à un de vos collègues, de vos confrères, Jean-Marc Laforêt, vous qui étiez ambassadeur de France en Colombie au moment de la signature des accords de paix en 2016. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu le contexte de la mise en place de ces pourparlers de paix alors que Juan Manuel Santos était président de la République? Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous et bravo à tous ceux qui ont rendu possible cette discussion par Zoom. Un bonjour évidemment spécial à Michel Ramis, que j'avais d'ailleurs rencontré pendant que j'étais en poste à Bogota et qui était venu pour des consultations sur des questions bilatérales avec le gouvernement colombien. Donc, juste pour rappeler, moi j'ai été ambassadeur de France en Colombie de septembre 2013 à juin 2017. Donc effectivement, ça a correspondu à une grande partie, même si les négociations de paix avaient déjà commencé depuis 2012 et en amont de manière non officielle et non publique un peu auparavant. Je dois dire que la France n'a pas hésité pour s'engager aux côtés du gouvernement colombien et des FARC pour les aider à trouver une solution à ce conflit qui durait depuis une cinquantaine d'années. Vous savez qu'en France, du fait notamment de la longue captivité d'Ingrid Betancourt, le sujet de la guérilla en Colombie était connu quand même d'un assez grand nombre de Français, et notamment de beaucoup de jeunes qui, à travers les comités de soutien qui se sont mis en place, pas simplement à Paris, mais dans toute la France, ont appréhendé un peu la réalité colombienne. Et donc, le gouvernement français en place au moment donc, des négociations de paix a dès le départ apporté son soutien à ces discussions. Et comme l'a rappelé Michel Ramis, à la fois à titre bilatéral, mais aussi en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et également en tant qu'un des membres de l'Union européenne. Et l'ensemble de à ces divers titres, la France a appuyé les négociations. Il faut par exemple rappeler, ce qui était un geste symbolique assez fort, que le président de la République de l'époque, donc François Hollande, en janvier 2017, s'est rendu avec le président Santos dans une des zones de démobilisation des FARC dans le nord du département du Caucase, qui était quand même un geste un peu sans précédent. Et je dois aussi témoigner que dans la période où j'étais donc ambassadeur, au moins à 2 reprises pendant les négociations, en novembre 2014, en janvier 2015, le président Santos est venu en visite officielle en France et il a obtenu de son homologue français un soutien sans hésitation en faveur de ces négociations de paix. Tout ça, en même temps, il faut quand même rappeler, ça, j'ai toujours eu en tête, que l'appui d'un pays ou d'un ensemble de pays ou des organisations internationales reste quand même quelque chose de subsidiaire. Ce qui compte, c'est l'engagement du peuple colombien, de ses autorités politiques pour rechercher la paix. Et de ce point de vue-là,
il faut quand même constater que l'échec du référendum au mois d'octobre 2016 est quand même, je veux dire que c'est quelque chose qui a été vécu par la communauté internationale qui était présente sur place comme quelque chose de à la fois inattendu et de plus que regrettable. Mais bon, c'était quand même l'indication que dès le départ, il y avait un problème quand même avec la population colombienne sur ces négociations. Et c'est pas tellement le fait, enfin, c'est bien sûr le fait que l'écart de voix, je crois, de mémoire était de 30 000 voix, donc c'était très peu. Peut-être s'il n'y avait pas eu d'ouragan sur la côte Caraïbe, ça aurait été 30 000 voix dans l'autre sens. Et moi, ce qui m'avait le plus frappé quand même, c'est que l'abstention a atteignait 63% des voix. Et je me remémorais quand même des moments importants de l'histoire de France, par exemple au moment de la fin de la guerre d'Algérie, où on a consulté les Français sur le conflit, et c'était quand même un vote massif, et un vote massif en soutien à la paix. Donc je crois que c'est une donnée qui montre une nouvelle fois que la paix, elle vient de l'intérieur, et l'appui international, je crois, est important. Il l'était dans cette période, il continue à l'être, mais c'est vraiment au peuple colombien de continuer à avancer sur cette voie. Jean-Marc Laforet, est-ce que vous savez si la commission de la vérité a été un point difficile de la négociation à La Havane? Très honnêtement, je ne suis pas le mieux placé pour ça. Il faudrait le demander à des négociateurs, que ce soit du gouvernement ou des FARC. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ce qui était le plus important, c'était quand même le mécanisme de la justice transitionnelle, puisque c'est quand même pas évident, et c'est, je crois, sans beaucoup de précédents dans l'histoire, que des anciens chefs d'une guérilla acceptent d'être jugés et condamnés. Et ça, je crois que c'était quand même... Et puis aussi, l'autre contrepartie, c'était les conditions de leur entrée dans la vie politique, parce qu'effectivement, dans le camp de ceux qui étaient opposés aux accords, ça ne leur faisait pas très plaisir qu'ils aient un nombre de sièges donnés au Parlement pendant un certain nombre de mandatures, mais ce qui était quand même la garantie pour aider à la réinsertion politique de cette guérilla, ce qui ne s'est pas fait à 100%, puisqu'ils n'ont pas tous suivi ensuite le mouvement, mais enfin qui est quand même une avancée très importante. Donc je ne pense pas que la commission de la vérité était le sujet le plus conflictuel. On reviendra après un peu sur ce qui s'est passé également sur les Farganos qui se sont démobilisés et qui ont adhéré à ce processus de paix. Carlos Beristain, vous qui avez participé à d'autres expériences à travers le monde de commissions pour l'éclaircissement de la vérité à la suite d'un accord de paix, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette commission de la vérité est-elle particulière, différente dans son contenu de celles qui l'ont précédée? Le micro. Votre micro n'est pas mis. Voilà. Oui, pardon, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse d'abord par mon mauvais français. J'espère d'être assez clair dans mon présentation. Bon, d'une part, le différent entre la situation de la Colombie et d'autres pays qui ont eu une commission de la vérité est que dans les autres pays, avant d'avoir une commission de la vérité, il a été une situation de crise politique. Peut-être la question de l'Argentine ou le Chili, l'Afrique du Sud, la Centro-Amérique, le Pérou aussi. Ils ont eu des crises politiques qui ont ouvert l'espace politique pour avoir une commission de la vérité. Dans le contexte de la Colombie, il y a eu une situation de crise avant ce travail. C'était le processus d'IP qui a ouvert un espace de travail dans un contexte difficile parce que, comme vous savez, il y a eu un plébiscite sur la question de la paix. Et après ce plébiscite qui a vaincu le non, nous devons avoir nous avons renouvelé l'accord du paix et avoir une seconde version de cet accord. Alors, ça marque les conditions de travail dans un contexte politique négatif dans lequel il y a un secteur politique avec un vent négatif face à les institutions qui naissent de cet accord du paix. Comme vous savez, une autre différence, c'est que dans le cas de la Colombie, nous ne travaillons pas seulement comme la Commission de la vérité, mais aussi une juridiction spéciale, la juridiction spéciale pour la paix. C'est un tribunal spécial, et dans un contexte dans lequel il y a une unité pour chercher le disparu. Donc, c'est la première fois aussi dans le monde qu'il y a 3 institutions qui naissent d'une
qui sortent d'un accord typé comme ça et qui doivent travailler avec leurs différents mandats dans le même contexte et dans le même temps, même si la Commission seulement a un mandat de 3 ans, qui est à finir cette année, et la juridiction et l'unité ont des mandats plus larges dans le temps de 15 ans ou 20 ans. D'autre part, la Colombie aussi a subi un conflit qui est le plus long, large du monde, et aussi peut-être un conflit très complexe. Quand je suis arrivé à la Colombie il y a 25 ans, mes amis m'ont dit, comment est-ce que tu vas à la Colombie si c'est très difficile de comprendre le conflit. Je viens le conflit de la Centro-Amérique, de El Salvador et Guatemala. C'était des conflits assez plus simples, même s'ils ont été très durs aussi. Mais dans le contexte de la Colombie, il y a une guerre très dure dans ce pays formellement démocratique, dans ce contexte dans lequel il y a eu la meilleure courte de constitutionnalité de l'Amérique latine pendant quelques années, au même temps qu'il y a eu un processus d'extermination de l'opposition politique et dans lequel le narcotrafic il a été la benzine du conflit pendant beaucoup d'années. Et dans un pays aussi que, même si le format démocratique, c'est le second pays d'iniquité dans l'Amérique latine après Honduras. Et d'autre part, la Commission de la vérité part d'une situation dans laquelle il y a beaucoup de recherches avant le travail de la Commission. Ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, que le travail peut-être de beaucoup de commissions. C'était les commissions qui ont commencé ce travail sur le passé, sur les violations des droits humains. Et ici, il y a beaucoup de recherches. Il y a été un centre national de la mémoire. Il y a beaucoup des investigations aussi de l'académie qui ont travaillé sur la question des événements, de la violation des droits de l'homme, de la violation des droits humanitaires. Même si pour nous, pour la Commission, il y a encore beaucoup de vérités qui n'ont été pas dites. Ça, c'est le défi pour la Commission. Comment est-ce que nous pouvons nous passer dans le travail prévu d'avant, mais aussi pour dire des choses différentes. Et pour finaliser aussi, c'est la question de la polarisation sociale. Nous travaillons dans ce contexte très polarisé politiquement et socialement, dans lequel la vérité des uns n'est pas la vérité des autres. Non? Et comment on peut faire un processus de vérité incluant de les différentes perspectives aussi, mais aussi en avant une vision très réaliste de ce qui s'est passé. Non? Et comment est-ce que le rapport de la Commission peut être un miroir pour montrer non seulement ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi qu'est-ce qu'il faut changer dans la situation actuelle de la Colombie. Alors, la situation actuelle de la Colombie, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on ne peut pas l'éluder naturellement. Je retiens donc que oui, c'est un travail qui se fait dans un pays aux réalités complexes, à la situation extrêmement complexe, et que le travail de collecte de cette vérité, le travail de collecte de ces informations, c'est un travail colossal. Moi, je suis très curieuse de savoir, de voir le résultat de ce rapport, parce qu'on se dit que c'est un travail colossal. 3 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très, très peu. Voilà. Éric Sotas, je voulais vous demander si vous savez si l'Église, les représentants des victimes, les syndicats, le patronat, d'autres composantes de la société colombienne ont pu justement contribuer à la formulation de la mise en place de cette commission de la vérité. Oui, merci. Je crois que peut-être, si on parle de ces secteurs, il faut peut-être être clair, et on l'a déjà entendu par les témoignages précédents. La société colombienne en ce moment est une société qui est très divisée. Donc, tous les secteurs dont vous venez de parler, on ne peut pas les présenter comme homogènes. Il est évident, par exemple, qu'au sein de l'Église, vous avez, si on y va historiquement, vous avez depuis les prêtres révolutionnaires qui ont été, par exemple, à la direction du front de l'ELN, mais vous avez aussi tout un secteur très conservateur qui a appuyé les tendances les moins ouvertes aux questions de droits de l'homme. Donc, il faut voir ça avec une certaine prudence.
et le fait, comme vient de le rappeler aussi le commissaire, qu'à l'intérieur de ces tensions, il y avait à la fois des secteurs qui ont collaboré. Par exemple, j'ai été assez impressionné de voir des victimes de l'Union patriotique, donc des victimes, et ça nous rappelle quand même d'où venait la situation et à quoi cette commission de la vérité allait être confrontée, et les accords de paix. Et peut-être ça explique en partie la réticence face aux accords de paix. Lorsque le président Bettencourt, a mis en place un système qui justement prévoyait la réintégration des guérillas à l'intérieur d'un parti, l'Union populaire, ça a débouché sur le massacre pratiquement de ses leaders, et le nombre de victimes aujourd'hui se calcule en milliers. L'affaire est devant la Cour interaméricaine et sera jugée cette année encore, normalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on était dans un contexte à la fois de doute sur est-ce que réellement on peut aller de l'avant avec la question de la paix ou non. Alors, je dirais que là, oui, les organismes de la société civile, comme on dit, des différents secteurs, ont d'une part fait un travail de documentation. Je pense que ça, c'est assez extraordinaire compte tenu du contexte, compte tenu que, par exemple, le monde des journalistes, dont vous n'avez pas parlé, mais ont pris des risques énormes en publiant un certain nombre de choses qui les ont, pour certains, forcés à l'exil, pour d'autres, qui les ont conduits à la tombe. En ce qui concerne les avocats, on s'est trouvé face à la même situation, mais aussi tous ceux qu'on appelle défenseurs des droits de l'homme de terrain, qui ont témoigné, qui sont venus apporter une information importante dont la commission de la vérité aujourd'hui peut se saisir pour aller de l'avant. Alors, une autre question où je crois que les organisations de terrain ont préparé les accords de paix et surtout la suite, c'est qu'elles ont aussi contribué à pressionner, si j'ose dire, les instances judiciaires colombiennes pour ne pas laisser ces questions non résolues. C'est une affaire extrêmement compliquée, mais il y a à la fois très, très peu, pour ne pas dire quasiment pas, de résultats sur le plan de la lutte contre l'impunité, et en même temps, il y a une quantité de cas qui ont été menés devant les juridictions colombiennes et devant les juridictions internationales. Donc, je pense que ça, ce sont des éléments qui permettront dans le futur d'essayer justement d'éviter ce qui s'est passé après la présidence, durant la présidence du président Bettencourt et par la suite, c'est-à-dire que l'impunité persiste et surtout que ceux qui ont été réintégrés en réalité font l'objet d'assassinats, d'élimination systématique. Et malheureusement, on voit, vous avez parlé de ceux qui ne se sont pas ralliés, mais il y a aussi ceux qui se sont ralliés et pour certains ont été assassinés. Non, je parlais précisément moi, de ceux qui s'étaient ralliés. Madame l'ambassadrice nous parlait de ceux qui ne s'étaient pas ralliés, et précisément, moi, je pensais à ceux qui s'étaient ralliés, et en pensant justement à ce génocide des membres de l'Union patriotique, il y a quand même beaucoup de Farianos démobilisés qui sont exterminés les uns les autres, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser quand même à ce qui s'est passé avec l'Union patriotique. On va y revenir, je pense, tout à l'heure. Olga González, tout à l'heure, Jean-Marc Laforêt nous parlait de ce référendum donc, qui a été fait à l'initiative de Juan Manuel Santos, qui voulait prendre la température, enfin qui voulait l'accord des Colombiens, et qui, face au non, bon, voilà, l'accord a été adapté, légèrement modifié. D'après vous, quelles sont les raisons qui font, même si c'était très très faible, le non est passé à très très peu de voix près, ce n'était pas du tout significatif, mais qu'est-ce qui fait que le non l'avait emporté à ce moment-là? Oui, alors le référendum était censé être une formalité. En fait, Santos, il avait prévu ce référendum vraiment comme la toute dernière instance. Il y avait déjà des quantités d'actes qui avaient été faits dans le pays pour fêter donc l'avènement du processus de paix. Et voilà que non seulement il est perdu, mais en plus la participation, comme l'a bien souligné Jean-Marc Laforêt, était extrêmement faible. Alors, quelles sont les raisons? Les personnes qui vivent en Colombie, les citoyens colombiens ont été matraqués depuis, non pas depuis 10 ans, depuis très longtemps,
de messages contraires, adverses aux FARC. En Colombie, il y a eu, disons, les hommes politiques ont construit leur discours par rapport aux FARC. Et c'était un discours de haine des FARC, et c'était un discours où les FARC étaient les coupables de tous les maux, de toute la violence que subissait la Colombie, ce qui est faux. Évidemment, ils ont une bonne part de responsabilité dans les violences, mais ils sont loin d'être les principaux facteurs de violence en Colombie. Or, c'est ce discours qui a pénétré dans de très larges couches en Colombie, mais au fil des années, aidé par des médias. Et donc ça, c'est un facteur extrêmement important. Et c'est un facteur qui est exploité par certains leaders. On pense évidemment à M. Uribe, Álvaro Uribe, l'ancien président. Il est arrivé à la présidence avec ce genre de discours 2 fois. Il a été président. Et Santos, qui avait été son ministre, qui lui-même avait eu un peu ce discours quand il était le ministre de la Défense, ben là, il se présente en homme de paix. En fait, il faisait un processus de paix plutôt pour l'étranger, plutôt pour le scénario, la sphère internationale. Ce qui fait que les Colombiens, en fait, quand on regarde comment ils voyaient ça, ils étaient assez indifférents. C'est assez frappant. Les Colombiens, entre 2012 et 2016, ont été assez indifférents à ce processus de paix. Ils n'ont commencé à s'y intéresser que quand ils ont vu que c'était imminent. Et ils s'y sont intéressés quand il est devenu aussi un petit cheval de bataille de certains hommes politiques pour s'y opposer. Alors, en fait, pour ceux qui connaissent la Colombie, non seulement la Colombie des grandes villes, où se trouvent, disons, les éléments les plus, disons, massivement progressistes et qui soutiennent la paix, mais qui connaissent d'autres coins de la Colombie, peut-être plus rurales, petites et moyennes villes, ils ne seront pas surpris de voir ce soutien au non, parce que c'est surtout, il y a plusieurs Colombies, tous ne subissent pas non plus les choses de la même manière. Ceci dit, dans des coins très reculés et qui ont été, eux, très fortement frappés par les violences, y compris des FARC, le oui l'a emporté très largement. Alors, on peut dire, finalement, c'est ceux qui ont été les moins concernés directement par la violence, mais qui ont subi le plus les discours des hommes politiques, le discours anti-castriste, anti-chaviste, anti-communiste, ces fils, bah, ça marchait, ils ont marché, ça explique dans une grande mesure la victoire du non en Colombie. Le même discours qu'on a aujourd'hui. Le même discours qu'on a aujourd'hui, et la désignation de l'ennemi intérieur qui ne tient plus. Et on reparlera tout à l'heure de la situation actuelle, et c'est peut-être ça aussi qui a fait voler en éclats et qui fait que cette crise aiguë, ces marches, ces blocages qui perdurent. On ne peut plus désigner maintenant les FARC comme l'ennemi intérieur et la source de tous les maux et de tous les conflits en Colombie. Merci Olga. Carlos, je voulais… Cette commission, elle a une durée de 3 ans. Ça va donc se terminer en novembre. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle méthodologie a été utilisée pour faire émerger la vérité, comment on a collecté les informations, ce qui a été mis en place, et est-ce que à l'approche de la fin des 3 ans, est-ce que ce travail est devenu plus complexe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. La Commission de la vérité est surtout une grande démarche d'écoute des victimes parce que nous avons le mandat de la centralité de victimes. Alors, ça, c'est la première question. Nous avons pris plus de 12 000 témoignages de victimes, de quelques centaines de témoignages aussi de responsables et de témoins. Dans un pays qui a 9 millions de victimes, et 8 millions ils sont de déplacements forcés et qu'il y a un demi-million d'exiliés. Alors, la méthodologie a été recueillir témoignages approfondis avec des entretiens de peut-être 1, 2, 3 heures avec la confiance des victimes, et nous avons travaillé aussi sur
nous avons recueilli presque 1000 rapports, qui ont été faits par la société civile, des groupes de droits humains, de l'armée, de différentes institutions, etc., qui ont donné à la commission. Et le travail, c'est aussi de la contrastation de ces formations. Nous avons la possibilité d'avoir aussi des archives des archives militaires, des archives de l'État, même si nous n'avons eu assez de collaboration sur ça. Nous sommes encore en tentant d'avoir plus accès aux archives, parce que dans les archives, il y a des informations très importantes pour éclaircissement de la vérité. Et même si ça, c'était un problème pour presque toutes les commissions de la vérité. D'autre part, nous avons fait de nombreux processus que nous avons appelés rencontres de reconnaissance. Ils ont des rencontres de reconnaissance pour les victimes et aussi pour avoir le responsable pour parler de ce qu'ils ont fait avant les victimes et avant la société. Nous avons fait presque 12 de ces rencontres sur de reconnaissance aux femmes qui ont porté avant la recherche de disparus, la reconnaissance du mouvement paysan, la reconnaissance de les enfants, des adolescents qui ont subi la violence, de l'ex-exilié, dans lequel nous travaillons aussi dans différents pays. Dans 24 pays, nous avons pris presque 1700 témoignages de victimes. C'est la première fois qu'une commission a fait un travail assez fort sur l'exil, qu'il y a une vérité de la Colombie qui est dehors de la Colombie. Nous avons fait ce travail dans 24 pays aussi pour avoir cette vérité qui est dehors Colombie, pour travailler aussi avec la vérité qui est dans les frontières de la Colombie. D'autre part, ces événements que nous avons fait de reconnaissance ont eu un impact très important, surtout pour les victimes qui ont partagé leur témoignage, mais aussi pour la société. Nous avons eu un entretien public, par exemple, avec Ingrid Betancourt, en parlant de l'événement de kidnapping. Et ça a déclenché une déclaration de l'EFARC en reconnaissant les atrocités de ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est un processus très intéressant de comme la reconnaissance peut ouvrir l'espace pour avoir une vérité, un espace ensemble pour parler, même si ce sont des choses très, très dures de parler, même pour avoir un pays plus incluant. Et dans un contexte, au fur et à mesure que nous avons travaillé, la complexité des conflits de qui on parlait avant, c'est plus forte. Mais la Commission, nous avons dit toujours que le rapport de la Commission doit faire une crise saine pour le pays. Il faut faire une crise qui soit saine pour le pays, qui ouvre l'espace pour regarder dans le miroir ce qui s'est passé, et les recommandations que verront aussi avec le rapport de la Commission, ils seront très importants pour ouvrir un espace nouveau pour les pays. Alors, vous avez parlé du travail qui a été fait avec les exilés. Il y a à peu près 10% de la population colombienne qui vit en dehors des frontières. Oui. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais certainement très important de ces Colombiens qui vivent en dehors des frontières, qui ont quitté le pays pour des raisons politiques, parce qu'ils étaient menacés, enfin, quelque chose qui est en lien avec le conflit. Ça veut dire que vous avez eu des antennes un peu partout dans les pays à l'étranger, avec des bénévoles qui ont collecté des informations et rédigé eux-mêmes des sortes de pré-rapports ou de rapports par pays qu'ils ont envoyés en Colombie? Nous avons pris des témoignages dans 24 pays. Nous avons constitué des groupes de travail, des réseaux de travail, comme ce qui est dans la France. Il y a un à Paris, un autre à le sud, à Toulouse. Et nous avons fait de la formation des entrevistateurs, des personnes qui ont pris les témoignages. Nous avons fait la supervision de ces processus de recueillir les témoignages. Et après, nous travaillons en Bogota avec toute la systématisation de l'information, mais aussi avec les dialogues avec ces groupes de travail dans les différents pays pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est leur analyse des choses qui ont été écoutées aussi, pour avoir une méthodologie plus
plus participative. Ne pas arriver à un pays, un groupe de travail à Bogota qui vient pour écouter les exilés. Non, nous avons travaillé en renforçant le réseau de travail qui existe déjà dans les pays et en faisant un convocatoire de personnes qui peuvent travailler autour de la commission, autour de l'importance de la vérité pour la construction de la paix et aussi autour de l'importance de la vérité de l'exil. Il y a un demi-million de personnes colombiennes qui ont été allées dehors des frontières à cause du conflit armé. Et ça, c'était une population invisible dans les pays, n'existait pas dans l'imaginaire collectif, et ça, ils ont un impact très important de ces vérités. Merci. Donc, ces exilés qui sont certains en Europe, Jean-Marc Laforêt, on peut penser, il se demande quel a été le rôle de la France et de l'Union européenne après la signature des accords. Il y a des mécanismes de suivi quels sont, est-ce qu'il y a eu des changements au moment où il y a eu un changement de gouvernement quand Ivan Duque est arrivé à la tête du pays? Quels sont les mécanismes de suivi de l'engagement de l'État au niveau international pour la France, par exemple, et pour l'Union européenne? Deux, trois petites choses. D'abord, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque moi, j'ai quitté le pays avant l'arrivée de M. Duque à la présidence de la République. Et simplement, et donc Michel Ramis pour en dire davantage, mais simplement une chose qui est claire pour la France, c'est que la France a pris un engagement qui était un engagement envers l'accord signé par le gouvernement colombien et les FARC. Et c'est un engagement qui va au-delà des vicissitudes de la vie politique et en France et en Colombie. C'est-à-dire qu'en France, nous n'avons plus le même président que celui qui était là au moment de la signature des accords. En Colombie non plus. Pour nous, c'est pas que ça ne change rien, parce qu'effectivement, il y a une dynamique qui n'est plus la même en Colombie à partir du moment où quelqu'un qui a fait toute sa campagne contre les accords, quand il arrive au pouvoir, évidemment, ce n'est pas la même chose que celui qui a, au contraire, construit tout son mandat sur la recherche et l'obtention de cet accord. Mais pour le reste, pour nous, ça ne change rien dans la mesure où un accord est un accord et il doit être respecté. Juste un tout petit point, parce que, comme j'ai eu cette chance après la Colombie d'aller à Toulouse, où donc j'ai eu la chance de rencontrer Carlos il y a 2 ans, quand la Commission de la Vérité, enfin le groupe de Toulouse, avait organisé un événement assez important déjà de divulgation de ce qu'allait être la Commission de la Vérité. Moi aussi, j'ai été frappé par ce chiffre de 500 000 Colombiens et Colombiennes qui vivent en dehors de leur pays, qui ont été chassés par le conflit. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, ce n'est plus à la même échelle, mais ça continue quand même. C'est-à-dire qu'il y a toujours, y compris la France, continue à accueillir des réfugiés politiques colombiens qui ne peuvent pas rester dans leur pays parce qu'ils sont menacés de mort, notamment par les groupes paramilitaires, puisque aujourd'hui, ce n'est pas les guérillas, mais c'est les groupes paramilitaires. Et donc, c'est une réalité. D'ailleurs, moi, ce qui m'a toujours frappé, j'étais allé plusieurs fois en Colombie dans des fonctions antérieures, quand je m'occupais de l'Amérique du Sud ou des Amériques à Paris. J'ai toujours été frappé par la distance qu'il y a entre la réalité dans ce pays et le faible degré de connaissance, finalement, des Français. Alors, je ne vais pas incriminer les médias en ayant une journaliste qui, elle, multiplie les articles sur ce pays-là. Mais je suis d'accord sur ce point. C'est assez étonnant. Alors, évidemment, on ne va pas comparer avec la presse espagnole qui est sur la Colombie et l'ensemble de l'Amérique latine est très prolixe, peut-être un peu comme la France l'est envers l'Afrique, mais il y a quand même un décalage très très grand entre ce qui se passe en Colombie et le degré de reprise de ça par les médias et donc de connaissance du grand public français, évidemment. Nous sommes quelques dizaines de milliers à connaître ça pour des raisons personnelles, professionnelles, etc. Mais le grand public, lui, finalement, tout ça lui parle assez peu. Il a une vision assez schématique de la Colombie. Et il ne voit même pas les Colombiens qui sont à côté de lui. Il ne sait pas forcément qu'1 sur 2 est venu ici parce qu'il risquait sa vie s'il restait chez lui, quoi. C'est sûr, ça mériterait toute une table ronde sur ce thème-là. Oui, vu de la France, je pense qu'effectivement, les gens pensent que la Colombie est en paix parce qu'on a signé des accords de paix avec les FARC. Vous parliez des paramilitaires qui sont censés être démobilisés depuis Justicia y Paz de 2006, mais en réalité, il existe des tas de groupes paramilitaires
et la démobilisation des FARC a été bien effective, mais la mise en place des accords de paix, on parlait, est un peu lente peut-être à se mettre en place, et en tout cas l'État n'a pas pris la place qu'ont laissé libre les FARC. Il y a tout un tas de groupes qui s'affrontent et dans certaines campagnes, dans certains endroits, effectivement, la Colombie n'est pas en paix. Et oui, on parle très peu de la Colombie dans les médias en France, peut-être plus ces derniers temps avec ce qui s'y passe actuellement. Mais c'est vrai que sinon, on en parle peu. Est-ce que, donc oui, pas de changement. C'est vrai que c'était un accord qui est inscrit dans le temps, qui ne doit pas normalement fluctuer avec les changements, les changements politiques. Mais la France a un rôle quand même de vérification de la mise en place de ces accords. Est-ce que vous avez des retours, ou est-ce que vous savez quel est ce qu'on en pense, enfin où on en est, puisqu'on sait très bien que tout un tas de choses n'ont pas été mises en place. Par exemple, la réforme agraire, par exemple, on en parle un peu plus tard, peut-être la substitution des cultures illicites. Il y a quand même un retard. Peut-être que Michel souhaitera répondre là-dessus. Oui, et si elle veut intervenir à tout moment, hein, bien sûr. N'importe comment, je m'exprime à mon nom personnel, donc je suis très libre, n'engageant pas le gouvernement français. C'est évident quand on regarde l'état de mise en œuvre des accords depuis 2016, donc ça fait 4 ans et demi, ils ont été mis en œuvre de manière inégale. Mais bon, à la limite, ça, tout le monde s'y attendait, c'est-à-dire qu'on ne met jamais en œuvre à 100% dans les délais prévus, etc. Même quand il y a toutes les bonnes volontés autour de la table. Et là, il n'y a pas toutes les bonnes volontés autour de la table, puisque au moins 50% des forces politiques, telles qu'elles sont mesurées par les élections et des citoyens colombiens, étaient réticents, et même plus que ça, par rapport à cet accord. Donc, dès le départ, c'est quand même un travail qui est compliqué. Ce que vous avez dit, et qui est assez évident quand on connaît un tout petit peu la Colombie, c'est l'absence totale, ou presque totale, de l'État dans des grandes parties du territoire colombien, ce qui explique d'ailleurs qu'une partie de ces territoires, qui sont souvent d'accès d'ailleurs un peu compliqués, étaient entre les mains de groupes de guérilla, de groupes de trafiquants de drogue, de groupes de paramilitaires. Et d'après moi, les informations que j'ai, effectivement, au bout de 4 ans, on ne note pas une présence aussi importante qu'on aurait pu le souhaiter de l'État. Alors, c'est vrai que depuis 1 an, la situation est plus compliquée encore avec la pandémie, mais même avant, il y a eu un retard, parce qu'au moment des élections, le président élu n'était pas celui qui était le plus volontariste, disons, pour mettre en œuvre ces accords. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup en Colombie, et Carlos l'a dit dans son intervention, sa première intervention, c'est que c'est formellement une démocratie. Et formellement, tout va très bien en Colombie. C'est-à-dire qu'en Colombie, les lois sont formidables. La Constitution de 1991, elle est sûrement aussi bien que celle que les Chiliens vont faire l'année prochaine. Le problème, après, c'est de passer du formel au réel. Et ça, ce n'est pas une critique, d'ailleurs, que je fais uniquement à la Colombie, y compris en France, dans les pays européens. Il y a cette revendication des citoyens pour que la démocratie ait un contenu réel plus important que le simple formalisme qui consiste à aller voter tous les 4 ou 5 ans, enfin, selon les constitutions des pays. Mais je trouve qu'en Colombie, c'est particulièrement marqué. Enfin, Eric le sait aussi, sur le plan juridique, tout est formidable. Hein. Le problème, c'est après, c'est la mise en œuvre. Et les accords de paix, notamment tout ce qui concerne le développement rural, la lutte contre les cultures de la drogue, le soutien aux cultures alternatives, tout ça est absolument formidable. Bon, après, quel est le degré de mise en œuvre de tout ça? Il est quand même encore assez limité. On voit justement, il y a eu 310 leaders sociaux qui ont été assassinés, leaders sociaux ou défenseurs des droits de l'homme en 2020, 64 ex-combattants démobilisés, hein, c'est les chiffres de 2020. La Colombie, c'est un des pays au monde où les syndicalistes sont le plus victimes d'assassinats, où les journalistes sont menacés. Donc, cette question, elle est pour Eric Sotas. Comment expliquer une telle violence dans un pays qui, effectivement, est un pays démocratique? Oui, d'abord, je vais peut-être rebondir un peu sur ce que vient de dire l'ambassadeur Laforêt, parce que
ça ne date pas de Douquet, cette manière de procéder. Et j'aimerais juste commencer par une petite anecdote. Lors de ma dernière mission du temps de la présidence précédente, de la présidence Santos, j'avais été contacté par une personne, un paysan, qui me demandait s'il pouvait demander l'asile politique en Suisse. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que demain, il y a une grande cérémonie au cours de laquelle le président va nous remettre nos titres de propriété et j'ai déjà reçu des menaces que si je les acceptais, ma famille et moi-même nous serions assassinés. Comme le lendemain, j'avais des réunions avec les militaires pour des questions sur la sécurité, la manière dont ils maintenaient la sécurité, les abus, etc., j'ai dit j'amènerai cette question dans le débat. Et lorsque j'ai posé la question, on m'a dit oui, on sera présent, bien sûr, pendant toute la cérémonie. J'ai dit oui, et après, on peut rester quelques jours. J'ai dit bon, ce n'est pas la question. Quelle protection vous pouvez lui offrir ou offrir à cette famille et au groupe, parce qu'on remettait dans ces cérémonies importantes, on remettait à des communautés entières. Alors, on m'a répondu, et je crois que là, il a été d'une grande honnêteté, un des hauts officiers m'a répondu, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas être partout, donc à la limite, il vaut mieux lui conseiller de vendre sa terre au prix qu'il peut à celui qui la possède. Donc ça, c'est la démission dans la réalité par rapport à l'obligation qu'a l'État. Alors, je ne critique pas les militaires d'agir comme ça, je dis simplement que la Colombie est toujours prête d'accepter sa responsabilité pour ne pas avoir été capable d'assumer la protection de ses concitoyens, mais elle n'admet jamais qu'elle a pu avoir un rôle plus important que ça. Et là, je crois que la question aussi rejoint celle qu'on a traitée tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a une violence et en même temps un régime démocratique et pourquoi ça invisibilise à l'extérieur la violence, parce qu'elle paraît tellement absurde. Vous savez, pendant tout un temps, on a cru que ce sont les mafias d'abord, puis ça a été rappelé tout à l'heure, les guérillas, parce qu'il y avait beaucoup de guérillas, c'était le groupe de Moscou qui voulait s'installer un peu plus loin que Cuba et quelques îles où il avait encore quelque influence. En réalité, si on les regarde de près, dès le départ, il y a eu une organisation de fond. J'entends par là non pas théorie du complot. Il y a eu une organisation par quelques éléments des secteurs. Ce n'est pas l'ensemble, il ne faut pas tomber dans des caricatures, mais par quelques éléments des secteurs agro-industriels, des secteurs de la banque, des secteurs, disons des secteurs puissants, de l'énergie et autres, avec les militaires, un certain nombre de militaires, de manière à conduire une politique qui était destinée à éliminer toute personne qui entravait le système qu'ils souhaitaient mettre en place, et qu'un système ultralibéral, sans contrôle, etc. Et ça explique qu'à l'extérieur, on n'a jamais analysé ça de façon très systématique, mais une coalition d'ONG à la fin des années 80 a pris le temps de vérifier toutes les violations graves. Bien sûr, comme personne n'a été jugé, on parlera d'auteurs présumés, mais elle a pu établir une liste de 350 auteurs de violations massives, torture, disparition, exécution sommaire, au sein de l'armée, 248, au sein de la police, 142. J'ai les chiffres ici, mais le total, c'est 350. Donc, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y avait un croisement entre, d'une part, ces personnes au sein de l'armée, qui ne représentaient pas la totalité de l'armée, dans le cadre des mandats occupés et du lien hiérarchique, il y avait une élimination qui était attribuée à des forces incontrôlables, impossibles à identifier, mais qui en réalité suivaient un plan très clair. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'Union patriotique. J'ai eu le privilège de rencontrer le candidat à la présidence quelques jours avant qu'il se présente. Et quand il m'a dit, il était à Genève à la conférence de l'OIT, quand il m'a dit je vais rentrer mais je serai assassiné, je lui avais dit mais pourquoi vous rentrez, vous pouvez être utile aussi à l'extérieur. Il m'a dit non, sinon ils auront gagné. Et effectivement, il a été assassiné. Il y a eu au moins 3 plans avec des noms de code qui sont connus et qu'aujourd'hui encore, malgré tous les éléments qui ont été apportés, n'ont pas été analysés, n'ont pas été enquêtés de façon sérieuse par les organes de sécurité.
les tribunaux, eux, reçoivent une information qui n'est pas suffisante pour qu'ils aillent plus loin. Donc, une des questions fondamentales qui va se poser, et là, la commission de la vérité, elle n'est pas censée travailler à autre chose que l'établissement de la vérité des faits. Mais je crois qu'il faut aussi voir un peu cette question. Dans les faits, il y a une politique d'impunité qui a été coordonnée par des secteurs, notamment vous parliez tout à l'heure de la question agraire. C'est évident que l'accaparement des terres faisait partie de ce type de plan. Et donc, automatiquement, il y avait des relations qui doivent être mises à jour de manière à ce que l'on puisse enfin savoir qui a fait quoi et quelles sanctions. Sinon, je crois que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que les Colombiens ne vont pas croire très longtemps à une volonté politique qui ne se manifeste pas va aller en empirant. On parlera même au présent sur la politique d'accaparation des terres. On peut dire fait partie. Je crois que Olga voulait réagir tout à l'heure à la question, quand on a évoqué les exilés, la parole des exilés, leur participation à la commission de la vérité. Voilà, Olga. Oui, merci Guylaine. Oui, en fait, Carlos Beristain l'a très bien dit, les exilés en Colombie sont un acteur absolument absent. Et moi, je suis très contente de voir qu'enfin, cet acteur est pris en compte par une grande institution. Sa parole est mise en valeur. Et je voulais rajouter quelques éléments sur l'histoire des exilés, puisque c'est quelque chose qui, en plus, est en lien avec les statuts. C'est-à-dire qu'on peut être exilé avant d'avoir, ou même si on n'a pas le statut de réfugié politique. On sait comment se passent aujourd'hui les choses en Europe. Pratiquement les migrants qui veulent venir en France ou en Europe, c'est extrêmement difficile de venir autrement que en ayant des statuts de l'asile. Mais disons, dans le passé, c'était peut-être l'inverse. Les migrants, les personnes qui étaient persécutées dans leur pays quittaient la Colombie, pour parler de ce pays, et n'avaient pas, enfin, les statuts n'étaient pas réalisés, ils ne demandaient pas le statut. Alors, les exilés, en fait, en France, j'ai regardé récemment, les premiers exilés remontent aux années 70, pour vous dire que les personnes persécutées par l'État, à l'époque c'était Toubaiayal, c'est très ancien. Mais même avant, il y a eu des personnes qui ont fui la Colombie dans les années 60 en raison de la violence, de cette grosse violence qui a été déclenchée dans les années 50, qui a duré longtemps, et qui sont partis massivement au Venezuela aussi, en tant que... Alors à l'époque, c'était économique. On était vraiment réfugiés. Pardon ? Au Venezuela, c'était économique aussi. Oui, mais justement, il y a une histoire méconnue. Justement, il y a une migration économique et toujours il y a eu des flux économiques. De même, vers l'Europe. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de flux économiques. Vers le Canada, il y a des flux économiques, mais il y a aussi des flux de personnes qui ont été persécutées dans leur pays. Et cela nous dit quoi ? Qu'en fait, on pourrait retracer l'histoire du conflit, des conflits, des multiples violences politiques colombiennes, ne serait-ce qu'en interviewant, en discutant avec les exilés, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont gardé, enfin, cette espèce sont figés d'une certaine manière dans le temps, dans ce qui leur est arrivé à ce moment-là, et qui peuvent retracer ces moments. Et voilà, je trouve donc extrêmement important ce travail qu'est en train de faire la commission à cet égard. Ça peut débloquer une situation pour eux, ça peut leur permettre d'avancer et d'enfin d'être pris en compte. Je crois que Madame l'ambassadrice voulait également réagir, intervenir. Merci beaucoup. Je voulais répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure et puis donner une observation complémentaire. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, la Colombie a connu 70 ans de violence politique. Et donc, si vous voulez, on ne sort pas comme ça d'un système fondé sur un modèle de société auquel l'accord de paix, finalement, cherche, non pas à mettre fin, mais que l'accord de paix cherche à modifier. Comme vous le savez, l'accord de paix, c'est l'accord de paix le plus... compréhensif, en anglais, complet qui puisse exister dans le monde.
puisqu'il s'attaque aux causes structurelles de la violence. La question des terres, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Sotas, c'est fondamental. La question de l'opposition politique, la question des femmes, la question des indigènes aussi, puisqu'il y a un chapitre sur les droits des femmes et les droits des indigènes. Et il y a eu beaucoup d'interprétations, je pense même au moment du vote du plébiscite, sur ce que allait faire, comment dire, sur ce comment l'accord de paix allait modifier la société. On a entendu dire que c'était la fin du modèle patriarcal, que cet accord favorisait les droits des homosexuels, parce qu'il y a le genre, enfin, il y a eu toutes sortes d'interprétations qui ont pu expliquer le non au référendum. Il ne faut pas oublier que cet accord, il a une durée de 15 ans, et donc on est à peine au tiers de l'application. Donc, vous voyez, ça touche quand même à un modèle de société. Donc, ce n'est pas si facile de tourner une page quand c'est inscrit dans les gènes, dans l'inconscient collectif. Alors, je voulais également répondre à votre question concernant la vérification. Non, la France n'a pas à proprement parler un rôle de vérification de l'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Conseil de sécurité qui a ce rôle de vérification. Il y a une mission des Nations Unies présente ici, donc dirigée par Carlos Ruiz Massieu, et tous les 3 mois, c'est assez fréquent, hein, tous les 3 mois, Carlos Ruiz Massieu produit un rapport qui est d'ailleurs disponible sur Internet, vous pouvez le regarder, qui fait un bilan de l'application chapitre par chapitre. C'est extrêmement précis. Ce rapport est soumis au Conseil de sécurité qui vote une résolution. Donc, il y a une discussion entre les 15 membres du Conseil de sécurité. Et ce qu'on voit, c'est que les choses ont progressé. Alors, pas de manière, comment dire, identique sur tous les chapitres, mais il y a des progrès. De toute façon, cet accord, c'est une politique d'État. Il est inscrit dans la Constitution, il est inscrit dans l'ordre juridique colombien. Et maintenant, le gouvernement doit le mettre en œuvre. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, le président qui a été élu venait du camp ouribiste et on ne peut pas demander à un courant qui a combattu l'accord d'avoir la même, comment dire, degré de priorité. Mais moi, je trouve que l'accord a parfaitement avancé, enfin parfaitement, inégalement avancé, mais au bout de 4 ans, on a des avancées, pas sur tous les domaines. Mais par exemple, le Conseil de sécurité vient d'étendre le mandat de la mission de vérification à la vérification des sanctions propres de la juridiction spéciale pour la paix. Donc voilà, on sent que c'est une question qui divise profondément la société colombienne, parce que comme vous l'avez dit, les FARC ont été évidemment la bête noire, mais pas seulement les FARC. Moi, quand j'étais en Colombie dans les années 80, il y avait 4 guérillas, hein, l'ELN, le PL, le M19 et les FARC. Donc, il y a une tradition de violence politique parce que l'expression politique pacifique ne pouvait pas trouver à se réaliser. Maintenant, elle l'est, je crois. Donc, c'est un bouleversement sociétal qu'entraînait cet accord. Parfois, je me demande même si les manifestations auxquelles on assiste aujourd'hui ne sont pas un peu liées au fait que maintenant la protestation, elle est devenue, comment dire, elle est plus légitime qu'autrefois. Donc voilà, c'est une application difficile, mais la mise en œuvre avance. Et la commission de la vérité va avoir un rôle très important en apportant la vérité, mais aussi la juridiction spéciale pour la paix. N'oublions pas les progrès de la juridiction spéciale pour la paix qui a rendu des premières, comment dire, des imputations, des inculpations, pardon, avec la réponse des FARC. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment voir le verre plein, à demi-plein et pas le verre à demi-vide. La juridiction pour la paix avance. Et il y a un deuxième cas qui va être, disons, qui va sortir dans quelques mois, c'est le cas des faux positifs, comme vous l'avez signalé, madame. Donc voilà, ce sont des processus très douloureux qui vont secouer la société colombienne, aussi bien les décisions de la juridiction pour la paix, le rapport de la commission de la vérité. On va avoir une année éprouvante, mais à la fois une année nécessaire. Et comme vous le savez, la communauté internationale appuie fortement la mise en œuvre de cet accord. Donc voilà, c'est un processus que nous soutenons, qui est diversement appuyé par certaines parties de la société colombienne, mais je trouve qu'il avance et je crois qu'il est vraiment blindé juridiquement et que ce serait difficile de revenir en arrière. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Vous parliez des faux positifs, vous parliez de la JEP qu'il faut protéger, qui est un trésor pour les Colombiens. Justement, on a une question qui nous est posée à travers le Facebook de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes par Jorge Carillo, que je remercie
de nous poser cette question. Il nous demande quelle importance a été accordée par la Commission de la vérité aux victimes des exécutions extrajudiciaires dans le rapport final. On sait que ce chiffre de au moins 6402, parce que ce n'est pas 6402, c'est au moins 6402 falsos positivos entre 2002 et 2008, durant les 2 mandats d'Álvaro Uribe, et ensuite c'est descendu, on sait pourquoi, parce qu'a éclaté le scandale de Soacha en 2008. Il y avait des faux positifs avant, il y en a certainement eu après, mais disons que c'est 6402 au moins. Et il y en a plus forcément, puisqu'il y a encore des fausses communes à creuser. Alors, des cas à élucider, des enquêtes en cours. Donc, je pense que c'est peut-être Carlos Beristain qui pourrait nous répondre sur ce point-là, sur l'importance qui a été accordée par la Commission de la vérité aux victimes des exécutions extrajudiciaires, enfin les victimes, c'est-à-dire les mères, la plupart du temps, mais aussi les pères, les frères, les sœurs de ces personnes qui ont été, oui, pour les Français peut-être qui nous regardent et qui ne savent pas exactement, donc de ces gens qui ont été tués, puis présentés faussement comme des combattants illégaux, la plupart du temps de la guérilla, parfois des paramilitaires ou des délinquants, des criminels, etc., pour montrer que l'armée faisait du chiffre dans un souci de politique. Carlos Beristain, peut-être? Oui, ça va, bien sûr. Bon, nous travaillons, le premier point de notre mandat, c'est la question d'avoir une vérification de différents types de violations des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Nous avons eu entre les premières réunions, nous avons eu une réunion avec les maires de Soacha, le maire de Fos Positif, appelé le Fos Positif, pour écouter leurs demandes face à la commission. Et nous travaillons aussi avec la REP sur la question de les chiffres. Les chiffres, ils ne sont pas tout, mais ils nous disent quelque chose non seulement de la quantité de personnes qui ont été tuées sur ces modalités, mais aussi de ce que nous disons, les patrons de victimisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, nous ne voulons pas seulement d'avoir des cas, notre cas, ou des statistiques, mais aussi de savoir pourquoi. Quelles sont les explications pour ça? Qu'est-ce qui a fait possible tout ça? Et ça, c'est le point de travail de la commission, aussi sur le cas de le fausse positif. Ça sera une part de rapport d'un capitule de travail de la commission pour expliquer aussi comment est-ce que ça était possible dans le passé, mais aussi surtout dans le temps de 2002, 2008 surtout. C'est le chiffre plus haut de ce type d'exécution extrajudiciaire, mais aussi il y a de chiffres avant de ce temps. Alors, ça c'est l'endroit dans lequel travaille la commission, de les explications, de les facteurs que nous avons nommés comme les facteurs de persistance du conflit ou les facteurs qui peuvent expliquer comment est-ce que ça était possible, quelles sont les responsabilités. La commission ne peut travailler sur les responsabilités individuelles, ça c'est la question de la JEP, de leur juridiction, mais nous avons le mandat de déterminer le responsabilité collective. Ça c'est un bataillon, ça c'est de l'armée, ça c'est de l'État, ça c'est où est-ce que nous situons les responsabilités et les modus operandi, les patrons de victimisation qui peuvent nous expliquer comment ça est passé dans le pays. Et ça, c'est passé avant le jeu de la communauté, le jeu du pays, le jeu les médias aussi. Parce qu'ils ne sont pas, toutes ces exécutions ont passé dans un pays dans lequel il y a des médias. Ils ne sont pas les ans 80 dans la Colombie, par exemple, les ans de terreur dans la Colombie et la Centrafrique. Tout ça s'est passé dans ces contextes plus voisins. Et il faut expliquer aussi quelles sont les circonstances qui ont été données dans ces contextes pour expliquer ces questions, ces tragédies. Alors, j'avais une question pour Eric Sotas et pour Olga González. Eric Sotas, les populations indigènes en Colombie ont une vision du monde, du développement, qui est différente de l'ensemble de la population, enfin qui leur est particulière, et ils doivent, depuis toujours, lutter pour défendre leurs terres qui sont convoitées pour diverses raisons.
pour des raisons économiques. Et les organisations indigènes, comme par exemple le CRIC, le Conseil régional indigène du Cauca, qui est particulièrement touché par la violence, dont les leaders sont assassinés jour après jour. C'est effrayant quand on regarde les nouvelles qui viennent du Cauca. Est-ce que ces organisations, est-ce qu'elles sont associées à la commission et à la recherche de la vérité? J'imagine que oui. Oui, j'imagine. Je crois que Carlos pourrait répondre peut-être encore avec plus de précision. Mais je dirais que, juste pour illustrer le fait qu'elles sont associées, c'est que je suis membre du comité national colombien qui désigne chaque année le défenseur des droits de l'homme de l'année. Et cette année, il y a des organisations et des individus. Et cette année, nous avions notamment le CRIC parmi les organisations qui étaient reconnues et qui ont été nommées. Et j'ai reçu une demande de protester parce que la gouverneure, je le lis parce que je ne vais pas massacrer son nom, la gouverneure Sandra Liliana Peña Chocue a été assassinée le 20 avril. C'est sa garde, c'est-à-dire c'est une garde non armée, sa garde l'accompagnait. Et 5 de ses membres ont été sérieusement blessés. Or, elle allait assister à une réunion dans le cadre de Faisons la paix, basé sur le premier point de l'accord concernant la réforme rurale intégrale. Donc, ils sont associés. Ils sont aussi, et là, je crois qu'il faut être clair, parce que parfois, en Europe, on a un peu l'idée qu'on cherche à conserver une certaine présentation passéiste des populations. Ce n'est pas du tout le cas. En revanche, ce qu'elles demandent et ce que je crois est fondamental, c'est leur droit à respecter leur mode de vie, à respecter leur culture, à respecter leurs autorités traditionnelles. Ça, c'est sur le plan, j'allais dire, du respect de la communauté. Et puis, alors, c'est la question du respect de leur territoire et dans ces territoires, de leur terre. Pour aller vite, en ce qui concerne justement les appropriations de terre, elles sont, je dirais, un peu à distinguer entre celles qui sont légales et illégales. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que finalement, ce qui est clairement illégal, et c'est ce qui a créé ce qui a provoqué la mort de la gouverneure dont je parlais, ce qui a provoqué sa mort, c'est qu'elle participait aussi à une discussion avec des représentants qui cultivaient la coca, non pas la coca traditionnelle qui est cultivée par les Indiens dans toute cette zone, y compris en allant plus au sud ou en remontant plus au nord, comme une médecine qu'ils utilisent. Ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle de la culture des stupéfiants et de leur transformation. Or, en ce qui concerne ce point, elle a participé, elle tentait de faire cesser cette exploitation et évidemment, elle a été tuée pour ces raisons. Mais encore, en dehors de ces occupations illégales, vous avez des occupations qui sont formellement légales. Je pense notamment celles, certaines sont illégales aussi, mais celles consacrées à la culture pour l'huile de palme. Là, vous avez une destruction des terrains parce qu'une fois que vous avez eu une production à haut rendement de palmiers pour produire de l'huile, il est très difficile de revenir à la production vivrière traditionnelle, c'est-à-dire le maïs, le riz, la banane plantain, la pomme de terre et puis les patates douces. Donc, les Indiens demandent à ne pas avoir sur leur terre ce type de production, ce qui fait que certains tentent malgré tout de racheter des terres, d'autres au contraire utilisent illégalement. Par ailleurs, en ce qui concerne aussi cette question de l'appropriation des terres, c'est tout ce qui est présenté comme un développement moderne, c'est-à-dire, par exemple, l'exploitation des matières premières ou l'exploitation des hydrocarbures, etc. L'OIT prévoit dans sa convention concernant l'utilisation des terrains contrôlés par les indigènes que la communauté soit consultée, ce qui n'est pas le cas en Colombie. Également, en ce qui concerne l'énergie, les fameux méga-projectos, qui sont tous ou presque tous en zone indigène, vous n'avez pas eu ni de consultation, ni même une tentative, comme c'était le cas au Canada,
qui s'est trouvé aussi avec ce type de proposition, c'est-à-dire de construire les grands barrages du nord du Canada dans les années 60, qui étaient sur des territoires indigènes. Mais là, ils ont négocié avec les indigènes. J'avais eu la possibilité de rencontrer les chefs qui avaient négocié, et ils m'ont dit ce qu'on a négocié, c'est que les populations indigènes soient formées et ensuite aient un emploi dans ce qui est en train de se mettre sur place dans nos territoires, puisque ça va détruire nos territoires d'où ils tiraient leur alimentation. Donc, là, ce qui se passe avec les indigènes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de respect de leur culture, mais surtout, leurs terres sont extrêmement mal protégées. Les titres de propriété sont souvent difficiles après à démontrer. Donc, c'est pour moi important de distinguer celles qui sont appropriées illégalement de celles qui le sont légalement, mais même dans celles qui le sont légalement, l'exploitation, par exemple, des palmes, de l'huile pour l'huile de palme me paraît être quelque chose d'inacceptable compte tenu de la situation des populations et de ce qu'a ça comme impact sur leur situation. Et l'huile de palme, on parle encore de grands propriétaires. Alors, j'avais une question pour Olga, mais alors je la poserai après. Il y a une question qui nous vient du Facebook de l'Amérique latine et des Caraïbes, de Mateo Gomez de la Rosa, qui nous demande, alors ça peut être Olga qui peut répondre à ça également, si l'assassinat des leaders sociaux dont on parlait tout à l'heure, plus de 900 leaders depuis la signature des accords de paix et presque 300 ex-guerrilleros tués après la signature des accords de paix et qui restent dans ce processus. C'est ça qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a eu des gens qui ne se sont pas, qui ne sont pas intégrés à ce processus au début, mais très peu finalement qui se sont qui sont revenus, qui ont repris les armes après. Donc ils s'accrochent à ces accords de paix. Mais est-ce que tous ces assassinats, on parlait de la culture de la coca, un paysan qui cultive ou des gens qui cultivent de la coca, c'est pas eux qui gagnent de l'argent, c'est les intermédiaires après. Ceux qui cultivent la coca, ils cultivent aussi parce que ils ont un débouché, on leur achète leur culture, alors que s'ils sont dans un endroit où l'État n'est pas présent, où il n'y a pas de route, où ils ne peuvent pas aller vendre leur culture, où rien n'est assuré, tout simplement ils meurent de faim. Donc est-ce que tout ça, est-ce que c'est pas un échec du gouvernement à l'implémentation des accords de paix? Qui souhaite répondre là-dessus, à la question de Mathéo? Je vais essayer de dire deux mots. En fait, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de signaux forts, de manifestations fortes de la part du gouvernement, de la part du président pour condamner ce genre de crime. Ça, il manque on dirait de fermeté par rapport à cela. Il n'y a pas non plus une volonté de véritablement s'attaquer les questions sont extrêmement compliquées dans ces zones périphériques où il y a beaucoup de culture de coca. La Colombie continue à être le premier pays exportateur, producteur de cocaïne. Donc, c'est extrêmement... il y a des mafias qui sont arrivées, qui se sont greffées avec d'autres groupes plus anciens ou non. Toujours est-il qu'il y a les acteurs sur place, les maires, les associations sur place ont des diagnostics et des sorties et des propositions intéressantes. Et le gouvernement en tient très peu compte. Sa réponse consiste très souvent comme... disons, c'est la réponse facile d'envoyer l'armée, c'est ça, ou alors là, par exemple, ils disent qu'ils vont asperger avec le glyphosate. C'est une des choses qu'ils menacent de faire. Ça a déjà été fait en Colombie massivement dans les années 90. Ça a des dégâts écologiques impressionnants. Donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a des mafias, mais c'est certain qu'ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu'il fait ce gouvernement. Et nous avons eu beaucoup de rencontres sur la non-répétition, sur la question des leaders, les ex-combattants aussi qui ont été tués. Et dans ces rencontres qui ont été faites dans différentes parts du pays, de Catatumbo, de Pacifico, Cauca, etc., c'est toujours la question de développement rural, de la nécessité de l'accomplissement de l'accord de paix comme un aspect central sur ça. Un autre aspect central pour les gens
la présence civile de l'État, sur la présence de la santé, de l'éducation, de développement. Et on nous a dit aussi la solution n'est pas la militarisation. La militarisation est une part aussi du problème, une maître de plus de problèmes. Il y a besoin aussi d'avoir une vision plus large de la paix, parce que l'État fait l'accord de paix avec les FARC, mais encore, il y a un accord de paix avec le ELN. Il y a eu, avec le gouvernement de Santos, un processus, un projet pour le soumis légal le groupe gaïtanista, et tout ça s'est fermé maintenant. Alors, la Colombie a besoin d'une vision plus large sur les processus de paix, sur les conditions actuelles, aussi d'une alternative pour la cultivation du coca. Tout ça passe pour les mesures de l'accord de paix qui sont assez larges sur la question de développement rural. Donc ça, c'est la question centrale. Et les problèmes sont les aspects de l'accord de paix que nous voit avant dans la politique du gouvernement maintenant. Et d'autre part, l'impact de l'assassinat des leaders est terrible dans les communautés, dans les organisations, aussi dans la qualité de la démocratie. Et l'assassinat de le leader aussi est la pointe de l'iceberg d'une situation de menace de l'exil. Nous avons pris presque 10% de témoignages de l'exil que nous avons pris dans d'autres pays. Ils ont été pris des événements faits après la signature de l'accord de paix. Alors, il y a une réalité qu'il faut voir, ne pas seulement dans les discussions de les statistiques de l'assassinat des leaders, mais aussi des conditions dans les endroits ruraux, dans les endroits de les différentes régions du pays, et comment on peut travailler avec la participation des victimes et avec la participation des leaders. Parce que s'il y a une force, s'il y a un espoir très fort dans la Colombie, c'est les gens, c'est la population, ils sont les organisations. Il faut avoir un processus de travail avec la participation des victimes, des leaders, de la communauté affectée, des indigènes, des afro-colombiens, parce qu'ils sont dans les territoires et ils sont aussi d'une histoire, longue histoire les choses qu'on doit faire pour mettre en place un processus de paix plus fort. Merci Carlos. Alors, en 2 minutes, Olga, parce que ça va faire 1h30, j'aurais voulu qu'on évoque un tout petit peu comme la situation actuelle. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous parler justement des populations afro-colombiennes et peut-être de la situation particulière des femmes, des minorités sexuelles? Je sais que c'est difficile en si peu de temps, je suis désolée. Alors, c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez là, en l'occurrence, les données, j'aime pas trop donner des données parce que bon, voilà, on reste dans des chiffres et ce qui importe, c'est les processus, les êtres humains. Mais là, c'est quand même impressionnant. 30% des déplacés de cette guerre sont des populations noires. C'est énorme. La Colombie, enfin, ils sont super représentés, de même que les populations indiennes aussi, elles sont super trop représentées parmi les gens qui ont subi la violence. Alors, le problème, comme l'a dit aussi Carlos Beristain, c'est que même dans l'après-conflit, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que ces populations, quand elles se déplacent et vont dans des quartiers périphériques des villes, par exemple, dans la ville de Cali, Agua Blanca et tout ça, et là, c'est justement ce qu'on est en train de dire, c'est les réseaux criminels, mafias, qui vont aussi exercer des violences des fois plus atroces. Enfin, moi, c'est plus atroce encore. Donc, c'est-à-dire que la Colombie est à reconstruire après le conflit. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut reconstruire. La question des violences sur les femmes, bon, c'est quelque chose aussi qui traverse malheureusement la Colombie, violence dans le cadre du conflit ou même en dehors du conflit. Les filles, les femmes, quand on regarde à nouveau les données, c'est épouvantable, les féminicides, enfin,
j'évite de les donner, mais c'est pour dire qu'il y a un énorme travail à faire là-dedans. Alors, je pense, pour quand même finir sur des notes positives, je pense qu'il y a malgré tout, il y a des choses qui ont avancé. La société colombienne, je pense qu'elle a avancé. Moi, je vous dis, j'étais étudiante dans les années 90 en Colombie. Et quand j'étais étudiante à l'université, quelque part, les Indiens, les Noirs, les questions relatives aux femmes étaient lointaines. Elles étaient quasiment inexistantes. Et aujourd'hui, je vois ces manifestations dans la rue. Et qui c'est qui sont fêtés en premier lieu? C'est les Indiens. C'est les Indiens qui sont reçus, c'est la Minga. Quand la Minga arrive, c'est un bel événement. Tout le monde est là. Les jeunes, ils veulent porter la pagnoleta de la Minga, etc. Donc, c'est des choses qui ont changé. Les personnes sont maintenant conscientes de ce qui s'est passé. C'est grâce à tout ce travail qui est fait. Il y a la Commission de la Verdad, il y a aussi la Commission de la mémoire historique. Enfin, ce travail fait qu'aujourd'hui, il y a plus de conscience. Après, on n'est absolument pas sorti de l'auberge, comme le disait l'ambassadrice. En fait, on traîne derrière nous, malheureusement, une longue tradition de violence politique. Et je pense que c'est aussi, il faudrait trouver, peut-être s'inspirer d'autres expériences, d'autres pays, de la France, d'autres pays qui ont réussi justement à dépasser ça depuis longtemps, ou qui ne l'ont pas forcément connu, en tout cas pas à cette échelle. Et voilà, peut-être aussi c'est la place que les exilés, on peut jouer, avoir d'autres cadres de référence pour parler politique sans aller jusqu'à la violence physique ou d'autres types. Oui, la Minga a pris une importance beaucoup plus importante. Malheureusement, il se passe aussi ce qui s'est passé à Ciudad Jardín il y a, je ne sais plus, 3 semaines maintenant, un mois peut-être, avec toutes ces violences qui ont été commises sur des gens qui faisaient partie de la Minga et qui arrivaient en Chiva, dans le sud de Cali. Carlos Beristain, avant qu'on passe, je voudrais juste savoir, le rapport, est-ce qu'il va être publié sur différents supports? Est-ce qu'il sera visible pour le commun des lecteurs que nous sommes sur Internet? Est-ce qu'il y aura cet effort de pédagogie qui a été fait quand les accords de paix ont été mis en place, où il y a eu un colossal effort de pédagogie avec des résumés dans diverses langues, etc. Est-ce que là aussi, pour ce rapport, on pourra le lire facilement? Oui, le rapport, il sera disponible dans l'Internet aussi, mais aussi nous travaillons dans une plateforme transmédia parce qu'il y a beaucoup de choses que la Commission a fait, beaucoup de rapports, beaucoup de travail, de la rencontre de reconnaissance, de la rencontre de la non-répétition, etc., de la production culturelle autour du travail de la Commission. Tout ça sera dans une grande plateforme transmédia. Et aussi le rapport, je ne crois pas que nous aurons le temps de faire un résumé dans différentes langues, dans les thèmes que nous avons, mais ça sera un travail peut-être après le travail de la Commission. Vous savez qu'il y aura un comité de suivi et monitorage de les recommandations de la Commission. Et les différentes recommandations de la Commission, ils seront sur la question de la déstigmatisation, de le narco, de la terre, de l'impunité, mais aussi sur la vérité. Non, la vérité ne s'assimile pas parce qu'on publie un rapport. C'est un processus qui commence après avec ça. Et même si la Commission finit son travail le 28 novembre, il faut avoir un travail avec le comité de suivi et un réseau de soutien, que c'est très important pour nous parce que dans tous les pays qui ont eu un travail d'une commission de la vérité, après, le travail après de les organisations de la société civile, des victimes, des droits humains, des secteurs de l'Église, de différents secteurs sociaux, ils sont très importants pour soutenir l'effort, pour assimiler la vérité. Et pour ce qui est des langues, peut-être que les différents bénévoles qui sont dans les différents pays européens et ailleurs feront eux la traduction. Oui, ils sont le premier réseau de soutien pour ce travail-là. Oui. Mmh. Oui.
C'est ça. Alors, pour finir, alors là, ça ne va pas être une note très gaie pour le coup, mais pour finir, on ne peut pas passer à côté de la situation actuelle en Colombie. Le dernier bulletin de l'ONG Temblores, c'est toujours difficile, les bilans, et puis de toute façon, qu'il y ait 2 morts en plus ou 2 morts en moins, bon, un mort, c'est déjà un de trop, mais le dernier bulletin de l'ONG Temblores donne 45 homicides présumément commis par la police, 1649 détentions arbitraires contre des manifestants, 65 personnes blessées à un œil. Quand on dit 65 personnes blessées à un œil, il s'agit le plus souvent de jeunes qui ont perdu un œil, c'est-à-dire qui manifestent, ils ont 20 ans, et voilà, pour tout le reste de leur vie, ils n'auront plus qu'un œil parce qu'une arme non létale a été visée, a été utilisée d'une certaine façon et que leur œil a été touché. On parle aussi de personnes âgées qui ont été gazées dans leur maison, hein, parce qu'il y a des gens qui sont morts par l'utilisation de gaz, par les gaz lacrymogènes alors qu'elles étaient dans leur maison. 3789 cas de violence policière, et tout ça au 31 mai dernier, il y a 5 jours. Alors, et au-delà de ces chiffres, on voit tous ces appels à l'aide, toutes ces vidéos. Je pense que tous ceux qui ont un lien avec la Colombie reçoivent tous les matins, la première chose quand on allume notre téléphone, c'est tous ces messages WhatsApp, tous ces appels à l'aide, toutes ces vidéos accablantes, tous ces disparus. Je pense qu'on connaît tous une famille qui a été touchée de près par ces violences. Je parle des violences actuelles, hein. Et on se demande comment cette révolte de la faim, ce cri du peuple, finalement, qui a été réprimé dans la violence, mais que rien ne semble pouvoir arrêter. On se demande comment ça va évoluer, quelle va pouvoir être la sortie de crise. Alors, la CIDH, qui n'était pas la bienvenue en Colombie, je vois qu'elle je crois qu'elle vient entre le 8 et le 10 juin. Je voulais avoir votre point de vue à tous. Éric Sotas, Jean-Marc Laforêt, Olga González, Carlos Beristain, Madame l'ambassadrice, chacun votre tour, alors là pour le coup vraiment en 2 minutes, en peu de temps, mais quelle sortie de crise, enfin si vous souhaitez vous exprimer à ce sujet, quelle sortie de crise voyez-vous, parce que ça a commencé le 28 avril, ça a commencé à être vilain, on va dire, à partir du 1er mai, je crois. Bon, et depuis, c'est quand même épouvantable. Donc, comment voyez-vous la sortie de crise? Olga, peut-être, si vous voulez commencer. Eh bien, en fait, je pense que c'est commencé bien avant. En fait. C'est commencé en 2019. Ces manifestations qu'on est en train de voir sont un peu la suite de ce que la pandémie avait interrompu, c'est-à-dire le grand paro de 2019 qui déjà avait donné lieu à une sortie incroyable de larges secteurs qui ne se manifestaient pas habituellement, mais aussi à une répression alors beaucoup plus réduite à ce moment-là, parce qu'il y avait eu notamment ce mort Dylan Cruz à Bogota, assassiné pratiquement à bout portant par les forces de l'ESMA, de la police. Et bon, aujourd'hui, 28 avril, donc la pandémie au milieu, avec tous les dégâts de la pandémie, appauvrissement de la population, et bon, voilà, de grosses difficultés. Et on voit quelque part cette reprise, en fait, c'est même les mêmes secteurs qui ont convoqué, en fait, aussi bien en 2019 qu'en 2021, c'est les mêmes secteurs qui ont convoqué au paro, mais qui convoquent des secteurs, ça les déborde, en fait, ça les dépasse. Et aujourd'hui, bon, vous avez bien fait d'évoquer toute cette violence, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans le gouvernement et aussi proches, disons, des gens qui ont voté non, c'est-à-dire proches de ces partis de droite qui considèrent que tout simplement, on ne peut pas exercer que la protesta sociale, c'est-à-dire la manifestation sociale, est équivalente à du terrorisme. Il y en a encore qui disent, ça paraît incroyable en 2021, mais voilà, ça marche. Il y en a qui ont ça. C'est aussi le produit de ce qu'on a dit de plusieurs années, de considérer l'autre comme un ennemi. Ça a été cultivé par certains partis politiques notamment. Alors, évidemment, quelle est la sortie de crise? Moi, je pense que la seule sortie de crise, c'est la politique, c'est la parole, c'est restituer le sens à la parole politique, c'est trouver évidemment des compromis. En fait, on ne peut pas. Il y a des amis colombiens qui s'imaginent que tout va changer du jour au lendemain. Non, bien sûr que non. Les choses vont venir petit à petit. Et il va falloir. Bon, il y a un comité qui discute avec le comité de paro, qui discute avec le gouvernement
il y a des secteurs parmi les jeunes, notamment, qui veulent aussi participer à ces discussions. Il y a des choses qui se font au niveau local. Il y a beaucoup de… Ça baisse un peu en intensité. Et tout ce que je peux espérer, c'est que les négociations, là, en l'occurrence, les Colombiens ont suivi de près ou de loin, mais des négociations avec les FARC entre 2012 et 2016. Et là, voilà, maintenant, ça se rejoue. En fait, il faut apprendre à discuter des conflits. Et le conflit social est inhérent à la démocratie. Je pense qu'il faut comprendre ça. Les Colombiens comprennent que le conflit social n'est pas l'opposé de la démocratie, il fait partie de la démocratie. Ce n'est pas pareil que la guerre. Le conflit n'est pas la guerre. La délibération, les manifestations font partie de ce qu'on attend dans une démocratie plurielle. C'est la répression violente, peut-être, qui ne fait pas partie de la démocratie. Jean-Marc Laforêt, Madame l'ambassadrice, peut-être vous voulez vous exprimer sur ce point? Non, enfin, je trouve que ce serait assez présomptueux de dessiner un scénario de sortie de crise pour la Colombie. C'est un travail compliqué qui appartient aux Colombiens. Je voudrais juste revenir peut-être sur 2-3 facteurs qui peuvent expliquer cette crise, parce que elle est antérieure à la pandémie, comme le rappelait Olga, en 2019, mais elle est postérieure à la signature des accords de paix. Moi, je crois qu'effectivement, enfin, tout ce que je vais dire, c'est des vérités d'évidence, mais l'Amérique latine en général et la Colombie en particulier c'est la région et les pays les plus inégalitaires au monde, et ça depuis longtemps. Enfin, ça, c'est les chiffres des Nations Unies qui sont peu contestables. Et moi, j'ai toujours pensé, l'exemple de l'Europe le montre, on ne peut pas construire un pays relativement prospère avec un minimum de justice sociale si on ne s'attaque pas à ces inégalités très fortes, s'il n'y a pas un minimum de cohésion sociale, c'est le concept qui est employé en Europe, au sein du pays. Et pour qu'il y ait plus de cohésion sociale, il faut que ceux qui ont trop en lâchent un peu et que ceux qui n'ont rien puissent en avoir un petit peu. Alors, en Colombie, c'est assez… Mais il n'y a pas qu'en Colombie. Carlos le disait tout à l'heure, c'est le pays le plus inégalitaire après le Honduras. On peut ajouter ce malheureux pays qui est Haïti. Bon. Mais un pays de 50 millions d'habitants, qui est un pays avec une industrie, une agro… C'est assez anormal que 1% de la terre, enfin que 1% des propriétaires terriens concentrent plus de 50% de la terre. Donc, je crois que ça, c'est le problème de fond. Et ce problème-là, il ne peut être réglé que par des changements politiques d'ampleur. Ce que disait tout à l'heure l'ambassadrice, avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est sans doute une des raisons aussi pour lesquelles certains se sont opposés en 2016 à l'accord de paix, parce que consciemment ou inconsciemment, ils sentaient bien que ce qui était en train, peut-être, ce que pouvait permettre cet accord, c'est le début d'une autre Colombie. Et d'ailleurs, les manifestations, alors il y a l'aspect évidemment tout à fait négatif de cette violente répression, mais ce qui est positif, c'est que cette mobilisation de masse a eu lieu en 2019 et a lieu de nouveau aujourd'hui. Et peut-être qu'elle n'aurait pas eu lieu avant, parce qu'avant, cette étiquette protestation sociale égale terrorisme, elle était mise d'emblée, et les gens qui protestaient de manière pacifique, et comme on le fait dans n'importe quel pays démocratique quand on est syndicaliste, leader étudiant, etc., étaient systématiquement réprimés, et parfois donc c'était leur vie qui était en jeu. Donc je crois que ce réflexe de peur est en train de disparaître dans la population. Ce qui a par contre peut-être pas suivi le même mouvement, c'est la façon dont le gouvernement gère ça, y compris la façon dont il le gère techniquement, avec des forces de répression qui considèrent qu'un manifestant est un ennemi intérieur. Alors, il le qualifie de terroriste ou pas. Moi, j'ai vu effectivement des reportages, j'ai vu des grands panneaux qu'on voit à l'entrée ou à la sortie de Medellín, qui laissent un peu perplexe, où effectivement, on a l'impression qu'il y a une espèce de menace. Alors, en France, on avait le socialo-communisme dans le début des années 80 pour faire peur à la population. Là-bas, c'est le castro-chavisme. Castro-chavisme. Bon, la réponse de base, elle n'est pas là. La réponse, elle est il faut qu'il y ait plus de justice sociale en Colombie. Et pour qu'il y ait ça, alors, je ne sais pas moi comment trouver les bases d'un accord entre les différentes parties, mais il faut quand même essayer d'y parvenir. Et je ne crois pas que, je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas que la solution chilienne soit finalement la bonne, parce qu'on a déjà eu une constituante qui était le produit aussi d'une démobilisation d'une autre guérilla, donc en 91, qui a élaboré une constitution qui, sur le papier, est formidable. Donc, je ne sais pas si c'est tellement ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut le mettre en œuvre. Et il faut le mettre en œuvre, et il faut sans doute aussi que quand je dis les dirigeants, c'est en grande partie aussi la classe économique au pouvoir en Colombie, comprennent que c'est peut-être aussi son intérêt de lâcher un peu de l'Est pour que le pays soit davantage viable, parce que sinon, ce qu'on voit en ce moment se reproduira, comme
Le Chili, par exemple, est aussi un bon exemple. Le Chili a souvent été présenté de manière assez biaisée en France, comme le bon élève, c'était formidable. Mais ça ne peut pas être formidable quand vous avez de telles inégalités, quand vous avez une privatisation pratiquement totale de l'éducation, de la santé, etc. Ce n'est pas viable dans le long terme. C'est ça qu'il faut, je crois, que, y compris les dirigeants politiques un peu réticents en Colombie, comprennent que c'est l'intérêt de tout le monde que ça change. Deuxième pays le plus inégalitaire en Amérique latine, un pays riche, comme vous disiez, et c'est aussi le deuxième pays derrière le Brésil avec le plus d'évasion fiscale. L'évasion fiscale des grandes entreprises est énorme en Colombie. Madame l'ambassadrice, vous souhaitiez peut-être rajouter quelque chose Écoutez, pour moi, représentant de la France en Colombie, c'est très difficile de donner un avis sur une crise actuelle et une crise complexe. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que mon sentiment, c'est que la crise que nous vivons depuis le 28 avril, c'est un peu le résultat du processus inachevé de 2019. Lorsque les revendications ont commencé en 2019, le président Duque a lancé un peu ce qu'a fait le président Macron en France, le grand débat, le dialogue national, les conversations nationales qui, en fait, se sont interrompues à cause de la pandémie. Donc, ce processus n'a pas pu être mené à son terme. Ensuite, la pandémie, il y a eu un très long confinement en Colombie, a mis une sorte de, un petit peu gelé la situation, mais la crise économique qui s'en est suivie a aggravé évidemment les difficultés, a aggravé les revendications. Et donc, ce que nous avons vécu là, c'est un peu le réveil de ces revendications aggravées par la pandémie. Nous savons que la pandémie a frappé très, très lourdement la Colombie. Alors, évidemment, la façon d'en sortir, c'est deux choses, c'est le dialogue, la négociation et les réformes. Le gouvernement a quand même entendu les manifestants, a retiré la réforme fiscale qui avait été le détonateur de la crise. Mais cette réforme fiscale, elle avait de très, très bons objectifs. Elle visait à accroître la redistribution sociale, elle visait à favoriser la collecte fiscale. Donc, elle est nécessaire, cette réforme. Et le gouvernement va la remodeler, va la redessiner parce qu'elle est nécessaire. Le gouvernement a retiré aussi la réforme de la santé. Il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites. Maintenant, il faut que le dialogue et la négociation continuent. Nous, c'est ce que nous disons avec l'Union européenne, appui à la négociation, appui au dialogue. Emilio Archila, qui est le conseiller pour la stabilisation, a également été chargé du dialogue avec le comité del Paro. C'est un homme de résultats, c'est un homme de dialogue, très impliqué dans la mise en œuvre territoriale de l'accord de paix. Et je dois dire que sur les PDET, les fameux programmes de développement à effort territorial, voilà, les négociations avancent. Il y a un préaccord sur un certain nombre de points parce qu'il y a une négociation avant la négociation, puisque le comité del Paro souhaite avoir des garanties sur la protesta, les conditions de la proteste. Donc, je pense qu'on avance. Il faut surtout accompagner ce mouvement, ne pas le mettre en péril. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'appeler tous les acteurs de la crise au dialogue, que ce soit le comité del Paro, nous parlons au gouvernement aussi. Comme l'a dit l'ambassadeur Laforêt, la Constitution a déjà été réformée en 91 et c'est une Constitution très protectrice et très, qui donne… voilà, je ne pense pas qu'on puisse modifier la Constitution. Ce sont ses 30 ans d'ailleurs cette année. C'est un cadre qu'il faut appliquer. Elle peut constituer d'ailleurs un cadre de solution. Mais je ne vois que le dialogue et la négociation. Ils sont en cours. Je suis assez optimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'aboutir. La situation économique ne permet pas que la crise perdure et la situation sanitaire non plus, parce que ces manifestations ont un impact sur la circulation du virus. Donc voilà, c'est l'intérêt de tous aboutir et la France et l'Union européenne appuient tous ces dialogues et toutes ces négociations pour qu'elles aboutissent à un règlement durable de la crise, qui d'ailleurs va se poursuivre par des réformes structurelles. Il y a la situation immédiate, mais le gouvernement souhaite mettre en œuvre des réformes structurelles, fiscales, santé, et donc c'est ça qui va permettre de résoudre cette crise qui vient de loin, mais qui dure, et j'espère qu'on va pouvoir pacifier les choses. Il faut vraiment aider la Colombie à arriver, ne pas stigmatiser, ne pas polariser davantage, et c'est vraiment notre rôle. Le dialogue pour la sortie de crise et la protection
la protection des leaders manifestants aussi, parce qu'on peut aussi craindre ça, une fois le rideau tiré et les médias moins présents peut-être. Eric Sotas et Carlos Beristain, vous souhaitiez ajouter quelque chose à ce sujet? Non, mais je pense que comme tout le monde, on souhaite que le dialogue aboutisse. Moi, j'avoue quand même que je suis aussi très partagé. D'un côté, je redoute l'évolution qui vient maintenant. Les élections vont se tenir dans un contexte d'une violence verbale entre les candidats qui est assez étonnante. Donc, c'est vraiment une stigmatisation à outrance des candidats de l'opposition. Donc, ça, à mon avis, ça ne va pas. Et ce que je redoute un peu, je dois dire, c'est une évolution telle que l'Uruguay l'a connue à la fin des années 60 jusqu'en 80. C'est-à-dire que l'armée va avoir de plus en plus de rôle, mais on va garder le cadre institutionnel. C'est-à-dire qu'une sorte de, si on peut appeler ça, bordérisation, c'est-à-dire la manière dont les Uruguayens avaient maintenu progressivement, ils avaient réduit l'espace possible de protestation avec le président Areco, puis ensuite avec Bordaderi, c'était carrément fermé, mais la répression se faisait de manière cachée, en ce sens que l'armée agissait avec des commandos qui étaient des commandos de la mort, etc., dont on savait qu'ils avaient l'aval des autorités, mais les autorités officiellement ne se mêlaient pas. Or, il y a une tendance dans la manière dont les précédents gouvernements, ou certains des gouvernements précédents, je pense à celui d'Uribe, ont agi, qui doit être tiré beaucoup plus au clair par la commission de la vérité. Là, je pense qu'elle peut apporter quelque chose de très important. Et puis, comme l'a dit Madame l'ambassadrice, ce sera vraiment nécessaire que la communauté internationale fasse un suivi. Je sais que c'est très compliqué parce qu'il y a la souveraineté des États. La Colombie, il y a une diplomatie de très haut niveau et qui sait très bien maintenir de bonnes relations malgré les critiques qu'on peut adresser, accepte les critiques, mais ensuite, comme on l'a déjà montré, il n'y a pas forcément de suivi sur le terrain. Mais il faudrait effectivement arriver à accompagner le dialogue parce que je crains qu'il ne va pas se dérouler d'une manière aussi sereine qu'on pourrait le souhaiter. Surtout, ce que je crains, c'est que la population, à un moment donné, n'ait plus confiance dans le système en tant que tel, dans les autorités en tant que telles. Or, il nous faut un minimum de confiance de la population pour entrer dans ce processus d'échange, de paix, de reconstruction, non pas d'une constitution, non plus de changement de loi, mais d'application réellement du cadre qui, je suis totalement d'accord, est un cadre qui serait plus que suffisant entre les accords de paix et la Constitution, mais qui est systématiquement invoqué, mais pas mis en œuvre. Ça, on l'a déjà tous dit. Donc, est-ce que du côté du travail international, il y a un pas de plus qui peut être fait avec la Colombie? Je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de crainte en ce moment face au développement qu'on constate en Colombie. Je ne sais pas comment Carlos, qui a reçu des tas de communications récentes, tu sens Oui, Carlos Beristain, d'abord, je voulais vous remercier à tous les panélistes pour la qualité de vos interventions, pour vos remarques, pour avoir passé tout ce temps avec nous et avec les centaines de personnes qui nous ont suivis sur les 5 médias qui ont retransmis cette table ronde. Et je voulais remercier tout particulièrement Carlos Beristain qui finalement représente cette commission de la vérité en laquelle on croit beaucoup et on attend beaucoup et on a vraiment hâte de lire ce rapport. Carlos, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose au sujet de la situation actuelle? Oui, ça va, merci. Normalement, une commission de la vérité ne travaille sur le présent, on travaille sur le passé. Mais la commission travaille déjà, comme je parlais déjà avec le rencontre sur la non-répétition, sur le mandat de la non-répétition, de la question des leaders. Nous aussi
analysons la situation maintenant. Bachudero, une autre commissionnaire, Alejandra Miller, c'était à Cali en parlant avec le jeune, etc., pour être dans le lieu dans lequel sont les problèmes et aussi pour entendre plus de ce qui s'est en train de passer et qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, pour nous, si on peut voir les mobilisations de 2019, ils ont eu une grosse mobilisation qui avait 2 points. Un point, soit il a été la question des droits sociaux, de la santé, de l'éducation, de les pensions, etc. D'autre part, le processus de paix. Et ça, c'est la première fois qui passe dans le contexte du pays et que les 2 choses qui sont centrales dans le futur de la Colombie, ils ont eu un espace commun dans les mobilisations sociales. Et ça, pour nous, dès dans le conflit armé, parce que le conflit armé a partout dans les dernières années, mais dès dans le conflit armé, c'est le conflit social. Et ce qui est en train de s'exprimer maintenant, c'est le conflit social, ce n'est pas le conflit armé. Ils ont été les mêmes stratégies face au conflit armé, d'un point de gouvernement surtout, l'estigmatisation de la population, de la mobilisation sociale, la criminalisation, l'utilisation de la violence, aussi des gens, des secteurs qui ont utilisé le vandalisme, etc., dans la mobilisation, qui est surtout pacifique de jeunes et de beaucoup de différents secteurs sociaux. Et ça, c'est pour moi, bon, c'est la question de ce qui est intolérable et qu'est-ce qu'il faut enquêter aussi maintenant. Quelles sont les responsabilités? Nous avons eu des civils avec des armes face à la police, en tuant des personnes, etc. Non? Des messages politiques en stigmatisant le jeune. Non? Ça, c'est intolérable. Et ça, ce sont les mêmes mécanismes que nous avons analysés dans le contexte de la guerre. Non? Alors, ils sont ce que nous avons nommé le facteur de persistance du conflit armé. Et ces facteurs de persistance qui sont en appliquant au conflit social. Ça, c'est la question négative de la situation maintenant. Mais pour moi, je vais finir avec une question qui me semble positive. Non? Et la question qui me semble plus positive est qu'il y a d'une part beaucoup de gens, surtout la jeunesse, qui a perdu la peur. Et ça, c'est une très bonne notice pour le futur, parce qu'on n'est pas construire le futur avec de la peur. Non? Et d'autre part, que dans la mobilisation, il y a l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup de personnes différentes. Aussi, dans l'exil, nous avons eu de la mobilisation en différents pays, dans la France, la Suisse, la Belgique, etc. Il y a beaucoup de différents secteurs de gens qui ont dit non à ces violences. Colombie doit changer, il doit porter avant l'agenda de la mobilisation sociale et de changement social que Colombie a besoin, et aussi l'agenda de la paix. Pour moi, ça c'est la question principale, la question plus forte de la situation actuelle, même si est vraiment intolérable la situation de violence qui a été subie en Colombie aussi. Merci. Et merci pour le travail, et merci pour avoir l'espace pour travailler un peu sur la question de la Colombie, un pays très, très aimé pour moi aussi, et aussi pour avoir un espace de travailler sur la question de la commission, etc. Merci, il y a beaucoup d'espoir. On a reçu beaucoup de messages. Alors, beaucoup de messages où on nous dit qu'on espère que le rapport final de la commission, que ça va apporter quelque chose ça va apporter son grain de sable pour la construction d'une Colombie plus juste et pour la non-répétition. On a reçu des messages comme par exemple de Esteban Morales qui nous remercie pour ses espaces de réflexion et de recherche audacieuse de la vérité, Marisol Ortiz qui nous remercie de faire connaître la situation de la Colombie en France et dans le monde, ou Jorge Carillo qui nous remercie sincèrement pour ce travail qui peut aider à la reconstruction du tissu social colombien. Voilà, quelques remarques. Merci de m'avoir permis de pouvoir échanger avec vous. Merci aux
aux bénévoles de l'antenne sud de la Commission de la vérité en France. On espère qu'il y aura plein de programmes comme ça qui vont se multiplier en Italie, en Espagne, en Suisse, partout pour faire connaître ce travail et puis surtout qu'on pourra avoir l'occasion d'échanger au moment de la publication de ce rapport. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.